sommes dans un monde déchiré. Un monde déchiré par les guerres, un monde déchiré par les violences, déchiré par des violences identitaires, des souffrances identitaires, des assignations identitaires, des revendications identitaires. Un monde aussi, comme vous le savez, qui est marqué par l'isolement, par l'exclusion, par la haine de l'autre, la haine de soi. Un monde marqué aussi par ce qu'on pourrait appeler le délitement du lien social. Et je voudrais d'emblée souligner que les liens se délitent à plusieurs niveaux. Les liens se délitent en Occident. Regardez un petit peu ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis, ce qui se passe entre la France et les États-Unis. Les liens se délitent en dehors de l'Occident. Tu viens d'évoquer Haïti. Regardez un petit peu ce qui se passe en Haïti. Regardez ce qui se passe dans certains pays africains. Regardez ce qui se passe dans certains pays au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Les liens se délitent entre l'Occident et le non-Occident. C'est tout cela pour vous dire que dans les sociétés occidentalisées aujourd'hui, dans les sociétés mondialisées aujourd'hui, le problème, il est total. Il y a donc urgence. C'est quoi l'urgence? Il y a urgence à retisser des liens de solidarité, des liens de fraternité, fraternité entre les cultures, mais fraternité au sein de chaque culture. Il y a urgence aujourd'hui, comme vous le savez, à tisser des liens les uns avec les autres, mais il y a aussi urgence à tisser des liens au sein de chaque être humain. Il est question de la difficulté de l'accueil aujourd'hui. On pose toujours la question de savoir comment accueillir l'autre. Moi, je vais attirer votre attention sur un point qui est insuffisamment pensé. C'est l'accueil de soi. Savons-nous qui nous sommes? Savons-nous de quels ingrédients nous sommes composés? Sommes-nous au clair avec tout cela? C'est pour cela que je vous propose cette première idée. Le lien social commence par le lien à soi. Le lien humain commence par le lien intime à soi. Parce que je pense que la capacité à entrer en lien avec l'autre dépend de la capacité à entrer en lien avec sa propre humanité. Et quand on a perdu contact avec sa propre humanité, c'est le début des ravages identitaires. On peut penser la chose différemment aussi en disant, si on a autant de difficultés à accueillir l'autre, on peut s'interroger si on est encore en contact avec sa propre humanité. Comme je le dis souvent, il faut être suffisamment en contact avec son humanité pour être avec l'autre. Il s'agit ici d'un défi interculturel énorme, un défi interculturel, défi de soi, défi de l'autre, et je pense que cette difficulté nous avons aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos pays, à composer avec l'autre, c'est un symptôme de nos héritages identitaires, un symptôme de la difficulté justement à accueillir justement nos héritages identitaires, c'est-à-dire un certain nombre de composantes de notre identité. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? J'ai choisi ce titre pour deux raisons. Premièrement, je travaille sur le modèle que Dominique, tu as souligné tout à l'heure, clinique de la mondialité. C'est un modèle interculturel. C'est un modèle qui donne une place centrale à l'interculturalité parce que c'est un modèle qui essaye de voir ce qu'il y a de commun entre les cultures, qui essaye de faire dialoguer les spécificités culturelles avec la culture. Je reviendrai là-dessus. C'est un modèle aussi interdisciplinaire et transdisciplinaire. Je suis psychologue clinicien, mais dans ma pratique comme dans la recherche, je vois difficilement comment je peux faire mon travail si je ne vais pas puiser dans l'histoire avec un grand H, si je ne vais pas puiser dans l'anthropologie, dans la géographie, dans plein d'autres disciplines, mais je vais mettre l'accent aussi sur une discipline, sur la paléoanthropologie. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à réfléchir sur nos origines communes. Ça va nous amener à interroger l'archéologie des sciences humaines, l'archéologie de l'homme.
Ça va nous amener justement à interroger nos ancêtres, à interroger la généalogie de la vie. Puisque je disais tout à l'heure, quand on est, si on a perdu contact avec soi-même, difficilement on va pouvoir avoir ce contact avec l'autre. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que je me suis basé sur l'intitulé de l'association Carrefour des cultures africaines. Je me suis dit, mais quelle culture africaine? De quelle Afrique on parle? De quelle culture africaine? Vous avez bien fait de mettre ça au pluriel. Et c'est ça aussi que je vais essayer de voir avec vous. Souvent, quand on parle d'Afrique, on pense à un bloc homogène avec une vision essentialiste, une vision colonialiste, impérialiste. Et c'est ça que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui et poser la question suivante. L'Afrique est-elle un continent, un imaginaire, une fantasmatique coloniale, une représentation, ou est-elle une source de vie? Ou est-elle le berceau de l'humanité? Donc vous voyez, on va essayer de faire un saut dans le temps et dans l'espace à travers deux objectifs. Et ce petit plan que je vous propose, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas tout développer, parce que ce qui m'intéresse, c'est poser un certain nombre d'éléments pour susciter une discussion avec vous. Dans un premier temps, je vais essayer de présenter dans les grandes lignes ce que j'appelle la clinique de la mondialité, pour ensuite interroger le signifiant Afrique, c'est-à-dire quand on dit Afrique, qu'est-ce qu'on met derrière, à quoi on fait référence, et puis je vais essayer aussi de prendre quelques exemples. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des mineurs non accompagnés. Je travaille beaucoup avec cette population-là. On va prendre certains exemples de la vie institutionnelle, mais aussi de la vie quotidienne d'une manière générale. Et puis, en conclusion, je vous inviterai à vous poser cette question: où nous en sommes de notre africanité perdue? Et là, vous verrez à quel type d'africanité je fais référence à travers tout ce qu'on va essayer de mettre en perspective en termes de signifier derrière ce signifiant Afrique. Alors, d'abord, ce modèle de la clinique de la mondialité, je dirais d'emblée, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le moment ici de développer tout ça en détail, mais je dirais qu'il y a un point important là-dedans. C'est un modèle qui met l'accent sur l'interdépendance du vivant. C'est un. C'est un modèle qui essaye de faire des liens entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a très longtemps. Parce que la question migratoire telle qu'elle est posée aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un modèle qui met l'accent justement sur le temps long, qui met l'accent sur ce qui se passe, des liens qui se passent entre différents espaces géographiques. Mais le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention pour la suite de mon exposé, c'est ce que j'appelle la méthode introspective. Je vais vous inviter justement à entrer en vous-même pour essayer de chercher un certain nombre de composantes de l'identité de chacun. Pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, ce qui nous pousse à voir en l'autre un étranger dangereux, qui serait en dehors de notre humanité, témoigne de notre difficulté à composer avec notre propre étrangeté. Or, si nous ne prenons pas le temps d'interroger cette étrangeté, un certain nombre de composantes de nous-mêmes, nous allons facilement projeter sur l'autre un étranger qu'on voudrait extérieur à soi, extérieur à notre humanité, qu'on va qualifier de dangereux, donc difficilement on va pouvoir l'accueillir. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur cette question d'introspection. Pour résumer la clinique de la mondialité, il y a plusieurs façons d'entrer dans ce modèle. C'est pour ça que vous voyez sur ce schéma, il y a 3 portes d'entrée. Il y a une première porte pour les professionnels de la santé et pour les professionnels de la relation en général. Il y a une deuxième porte pour les sciences humaines et sociales. Et puis, la troisième porte par laquelle je vais davantage vous inviter à entrer, c'est la porte citoyenne, qui va nous amener à interroger nos héritages identitaires. Mais rapidement, 2 mots sur chacune de ces portes, même si je vais davantage mettre l'accent sur la dernière. La première porte, qui concerne les professionnels de santé,
Ça nous permet de réfléchir sur sur cette sous-discipline qu'on appelle l'ethnopsychiatrie. Vous savez, l'ethnopsychiatrie qui essaye de prendre en compte l'autre, prendre en compte l'altérité. Vous savez qu'il y a eu toute une aventure avec l'ethnopsychiatrie qui s'efforçait justement de lutter contre l'ethnocentrisme occidental, puisque la psychologie, la psychiatrie, ce sont des sciences occidentalo-centrées qui ont tenté justement d'imposer une certaine vision occidentale au reste du monde. Donc l'ethnopsychiatrie a essayé justement de prendre en compte les altérités. Mais sauf que dans son aventure, cette même ethnopsychiatrie a été aussi parasitée par des relents racistes, par des relents colonialistes aussi. Et dans la clinique de la mondialité, j'essaie justement de faire l'inventaire de ces questions-là. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs transculturels, interculturels qui s'efforcent justement de faire des choses, mais ce qu'on constate aujourd'hui, il y a, à mon sens, une trop forte centration sur les migrants, les étrangers, les migrants, les étrangers. Or, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'une clinique pour tous. Et c'est là que j'invite, justement, avec la clinique de la mondialité, et en me basant sur le fondateur, justement, de cette ethnopsychiatrie, qui est un psychiatre haïtien qui s'appelle Louis Marx. Je peux vous montrer sa tête ici, Louis Marx, qui a invité, justement, dans un ouvrage qui s'appelle Introduction à l'ethnopsychiatrie, paru en 1953, il a invité, dans la prise en charge, à tenir compte du passé des peuples. Pas seulement des peuples migrants, des peuples étrangers, mais de tous les peuples, des peuples qui accueillent aussi. Autrement dit, les sociétés occidentalisées, les sociétés occidentales qui accueillent ont aussi ce travail à faire sur leur propre passé. Parfois, c'est là qu'on peut trouver les difficultés à accéder à son histoire qui rendent difficile l'accès à l'accueil de l'autre. Autrement dit, cette porte d'entrée m'invite justement à étudier un certain nombre de fantômes du passé qui peuvent entraver le travail au sein de l'ethnopsychiatrie. Je laisse cette porte de côté. La deuxième porte d'entrée met en évidence deux forces dans nos sociétés aujourd'hui. La mondialisation, qui a tendance à écraser les altérités, et la mondialité qui a une autre force. Vous savez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a cette force-là, la mondialité. La mondialité, c'est cette force qui met l'accent sur le lien interculturel, sur le lien interhumain. Il y a des auteurs qui disent que la mondialité, c'est le côté lumineux de la mondialisation. Les forces vivres. Cette mondialité, juste pour un petit point d'histoire, c'est un concept qui a été mis en évidence par un géographe fin 19e siècle, début 20e siècle, qui s'appelle Élisée Reclus, pour mettre l'accent sur cette fraternité qu'on a tendance à perdre aujourd'hui. C'est un concept qui a été repris un siècle après par le poète martiniquais Édouard Glissant, justement, pour essayer, je le cite, combattre les méfaits de la mondialisation. Mais il y a un autre aspect aussi dans cette entrée, c'est l'accent sur les mondes invisibles. Les mondes invisibles, cette entrée permet d'interroger les mondes invisibles, et là, c'est très très vaste. J'attire juste l'attention, ce que j'entends, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre dans le monde invisible, mais ce sur quoi j'attire votre attention ici, c'est sur la question des ancêtres. Les ancêtres que nous avons tendance à oublier, ces ancêtres que nous devrions interroger, les racines, les arbres généalogiques, pour essayer de nous reconnecter à nous-mêmes, parce que nous vivons aujourd'hui comme dans une sorte de société schizophrène, et parfois on oublie d'où on vient. Troisième porte d'entrée, c'est l'entrée citoyenne, sur laquelle je vais davantage mettre l'accent, qui va me permettre justement d'interroger ce signifiant Afrique. Cette entrée nous permet de nous poser un certain nombre de questions que vous voyez là. Que suis-je ? Je peux dire que suis-je parmi les êtres vivants ? Pas encore les êtres humains, les êtres vivants. Parce que nous avons tendance à penser que l'être humain a le monopole de la vie, mais non. Nous partageons la vie avec d'autres êtres vivants. Et très souvent, nous nous déconnectons non seulement de nous-mêmes en tant qu'êtres humains, mais nous nous déconnectons aussi de la vie. Et c'est ça aussi un enjeu important dans ce que j'appelle la clinique de la mondialité.
Deuxième question, c'est que suis-je? Et c'est qui suis-je? Qui suis-je parmi les êtres humains? On peut comme ça continuer avec ce nombre de questions. Je vous invite à vous poser ces questions aujourd'hui et demain et même plus tard. Où suis-je? Avec un accent quand même sur le quand suis-je. Quand suis-je? C'est-à-dire, vous savez que nous sommes précédés de plus d'un autre. Personne ne s'est fait tout seul. Hein? Il y a des gens qui étaient là avant nous. D'où cette idée, justement, d'essayer de nous reconnecter avec nos différentes composantes. Et quand on perd tout ça, on est complètement perdu, tout simplement, dans l'espace de vie. Et je vais vous inviter aussi à vous poser cette dernière question, où en suis-je? C'est pour ça que je mets l'accent sur la méthode introspective. Hein? Où en suis-je de ma prise de conscience de moi-même, etc. Donc, c'est à partir de là que j'inviterai maintenant à passer en revue un certain nombre de représentations qu'on peut avoir au niveau du signifiant Afrique. J'en arrive. Bon, là, c'est une autre façon de présenter la même chose avec les 3 portes d'entrée, mais j'espère que vous avez en tête ces 5 questions, et plus principalement la dernière, sur laquelle on va revenir après. Maintenant, ce deuxième point sur le signifiant Afrique. Vous savez que la façon dont on nomme les choses, la façon dont on désigne les choses, ça a un impact sur nous. Quand nous nous adressons à l'autre, quand nous utilisons des mots pour communiquer, vous savez que la langue, ce n'est pas qu'un outil de communication. La langue, c'est aussi une vision de soi, c'est une vision de l'autre. Si je dis, par exemple, je suis africain, ou bien si on me pointe du doigt, vous êtes africain, ou bien si on dit, vous les Africains, de quelle Afrique on parle? Vous savez, il y a des enfants qui se demandent si en Afrique, il y a des vélos. Pourquoi je dis s'il y a des enfants? Parce que nous sommes adultes, mais il faut qu'on pense aussi aux jeunes générations. Avec quoi on va les nourrir? Des enfants qui demandent, est-ce qu'il y a des vélos en Afrique? C'est-à-dire, quelle représentation cet enfant a de l'Afrique? Donc, je travaille aussi sur la question de l'éducation à la mondialité, sur laquelle je pourrais revenir tout à l'heure. Ces différentes questions. Que se passe-t-il, par exemple, si c'est un blanc qui le dit, ou un noir qui le dit, et où, dans quel contexte et à qui? Que se passe-t-il si ces questions-là sont posées par un occidental ou un non-occidental? À quel signifié se réfère ce signifiant Afrique dans tout ça? Je vous invite à vous poser cette question. De quoi ça parle? Une hypothèse, ça parle des restes de l'histoire. Ça parle des silences de l'histoire. Des silences qui sont parfois savamment entretenus, mais aussi des silences qui sont issus parfois de traumatismes, collectifs. 2 citations que je commente avec vous. Vous savez, Stuart Hall qui a dit « Les identités sont les noms que nous donnons aux diverses façons d'être situés par les récits du passé et de nous y situer. » Et là, je donne la parole aussi à un spécialiste de la géohistoire, Christian Grattalou, sur la façon dont l'Occident, les Européens plus précisément, ont nommé les choses et le reste du monde. Afrique, Occident, Pacifique, etc., etc., autant d'appellations, autant de mots. Il rappelle qu'aucun de ces termes n'est naturel, aucun n'est neutre. Ce sont, dit-il, autant de grands récits du monde issus du regard que les Européens ont porté sur les autres pour mieux se définir eux-mêmes. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle non seulement de la projection, mais ça dit aussi que nous avons besoin des autres pour nous définir. Maintenant, comment on va l'utiliser? Nous avons besoin des autres pour nous définir. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi je mets l'accent là-dessus, sur cette question de la façon dont on nomme les choses? Vous savez qu'il y a Pierre Legendre dans La Fabrique de l'homme occidental qui rappelle un proverbe des juristes qui dit « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ». Vous imaginez si on commence par lier les enfants dès la petite enfance, quand ils vont avoir nos âges, comment ils vont être
moulés dans une sorte de représentation qui continuer à entretenir les dégâts. Et ça me fait penser aussi à quelqu'un qui est d'actualité aujourd'hui, et c'est George Orwell. Vous savez qu'il y a un documentaire là, qui vient de sortir du cinéaste haïtien Raoul Peck, 2 + 2 égale 5. On peut vous faire avaler n'importe quoi. Et ça, nous avons un travail important à faire sur nos imaginaires, sur notre façon de dire les choses. Tout ça, on peut penser que c'est loin de la question de l'accueil, mais non. Parce que pour accueillir l'autre, encore faut-il avoir une représentation juste de cet autre. Pour accueillir l'autre, encore faut-il avoir une représentation juste de soi-même. C'est pour cela, je vous invite rapidement à considérer 3 grandes dimensions dans le signifiant Afrique. 3 grandes dimensions. Premièrement, une dimension géographique, géopolitique, géohistorique, on pourrait l'appeler. Une dimension fantasmatique, coloniale, et une dimension ancestrale. Rapidement 2 mots sur chacune de ces dimensions-là. Vous savez que la façon dont on représente l'Afrique sur les cartes du monde est tronquée. L'Afrique est représentée de manière plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Et ça fait des années et même des siècles qu'on fonctionne avec ça. On fait comme si, et si on ne prend pas le temps d'interroger les choses, vous voyez comment ça peut façonner des représentations sur plusieurs générations. On entretient la chose. Et j'attire l'attention aussi sur la façon, nous sommes là au niveau géographique, dans la façon dont on dénomme les choses. Il y a l'Afrique du Nord, c'est plusieurs pays. On dit l'Afrique du Sud, c'est un seul pays. Tantôt on dit l'Afrique noire, tantôt on dit l'Afrique subsaharienne. Si on dit de l'Afrique noire, ça sous-entend qu'il y a une Afrique blanche. Quand on dit les choses, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Quand on dit le Maghreb, vous savez ce que ça veut dire le Maghreb? Le lien avec l'Ouest. Si on prend le cas de la Tunisie, tout le monde voit où c'est la Tunisie. Tout le monde sait comment s'appelait la Tunisie avant? Ifriqiya. C'est la Tunisie qui a donné son nom à toute l'Afrique. Mais ça, est-ce qu'on le sait? C'est très documenté. Je vois qu'il y a une belle bibliothèque là. J'ai eu le temps de faire un petit tour. Il faut qu'on interroge ce qu'il y a derrière les choses. Il s'est passé quelque chose il y a 2 ans en Tunisie, où il y avait toute une série d'événements racistes, où des Tunisiens disaient, on ne veut pas des Noirs, on ne veut pas de ces Noirs qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Mais quand je regarde ça, je regarde des enfants qui écoutent ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Ces Tunisiens-là ne savaient pas, ignoraient qu'ils étaient eux-mêmes africains. Qu'ils étaient eux-mêmes à l'origine du nom de toute l'Afrique. C'est ce que je dis dans la clinique de la mondialité. Pour vivre ensemble avec les autres, il faut commencer par vivre ensemble avec soi-même. Il faut déjà commencer par savoir qui on est, de quoi on est composé, pour pouvoir accéder à sa propre altérité, pour ensuite être en paix avec l'altérité à l'extérieur. Vous voyez, cette dimension géographique glisse aussi sur cette dimension fantasmatique coloniale. Vous savez, par exemple, quand on dit les Africains aujourd'hui, surtout si on est en Occident, parfois il y a un glissement sémantique. Les Africains, c'est des Noirs, c'est des esclaves, c'est la misère, même chez les enfants qui se demandent si si en Afrique il y a des vélos. Et qu'est-ce qu'on fait de ça quand on voit ça? On les laisse continuer de grandir de cette manière-là. On peut essayer de poncer la question de l'Afrique en Afrique, la question de l'Afrique dans les Antilles, la question de l'Afrique au Brésil, ce n'est pas du tout les mêmes représentations. Et j'invite justement à faire cette interrogation-là, puisque je vous dis que dans la clinique de la modalité, on essaye de voir comment les choses se pensent, tout dépend des régions du monde. Vous savez qu'aux Antilles, il y a beaucoup d'Antillais qui se réclament de l'Afrique. Il y a beaucoup d'Antillais aussi qui rejettent l'Afrique, mais de quelle Afrique ils se réclament, de quelle Afrique ils rejettent? Est-ce qu'on parle de la même chose? Il y a une sorte de revendication identitaire à outrance parfois. Parfois, on dit « je suis africain, je suis africain, je suis africain ». Est-ce que parfois, ça ne peut pas relever d'une sorte de reprise de cette fantasmatique coloniale aussi, comme une sorte de revendication identitaire à outrance? Il faut qu'on sache de quoi
en parle. Et on oublie souvent la dernière dimension ancestrale, justement, sur nos origines, justement, africaines, l'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Et ce n'est pas les travaux qui manquent. Les travaux de Cheikh Anta Diop, les travaux de Anténor Firmin, vous savez, Anténor Firmin, ce penseur haïtien, justement, qui a répondu aux thèses racistes de Gobineau, racistes et antisémites de Gobineau, qui a écrit L'inégalité des races humaines, et Anténor Firmin qui a parlé de l'égalité des races humaines, savamment démonté, justement, qui a savamment démonté les thèses racistes et antisémites de Gobineau. Les textes sont là. Il y a aussi Louis Marx. Louis Marx, c'est l'un des fils, justement, le concepteur de l'ethnopsychiatrie, qui a rappelé ces questions-là de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Qu'en est-il, justement, de notre capacité à faire ce travail d'introspection quand nous parlons de l'Afrique? Il y a aussi, je cite, ce spécialiste, justement, qui nous a quittés en 2022, Yves Coppens, paléontologue, qui dit « Je voudrais rappeler le message essentiel de tous les travaux de ma discipline. Les 5 milliards d'hommes qui peuplent aujourd'hui la Terre ont tous la même origine animale, tropicale, africaine. Quelle que fût leur histoire, ils sont tous frères. Que faisons-nous de ces données ? Eh bien, comme je vous ai dit, la clinique de la mondialité insiste justement sur le passé des peuples, insiste sur le temps long, sur la longue durée des événements. C'est pour cela que la démarche introspective est une démarche essentielle, importante là-dedans, pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'en arrive au troisième point, si j'ai encore le temps. J'en arrive au troisième point, sur ce que j'appelle clinique africaine de la vie quotidienne et institutionnelle. Là, je vais prendre juste 2 exemples rapidement. Dans la vie quotidienne, nous savons qu'on parle tout le temps il y a beaucoup de clichés qui se passent. En fait, ces clichés-là viennent aussi des Africains eux-mêmes aussi. C'est ça, parce que ces héritages-là, nous les avons en commun. C'est ça que j'insiste là-dedans. Parce que dans la clinique de la modalité, on s'efforce justement d'élaborer ces polarisations qui nous polluent la vie, justement. Parce que cette approche binaire, c'est quelque chose, c'est un vrai symptôme dans le vivre ensemble aujourd'hui. Alors, là, c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ça date de la fin du mois de janvier. Les Africains, c'est des sauvages. Des juges du droit d'asile en roue libre. Ça, je prends ça pourquoi ? Premièrement, ça ne vient pas de n'importe qui. Et ça parle des migrants, des réfugiés, etc. Mais j'attire votre attention sur un point là-dedans. Quand on voit les Africains, c'est des sauvages, on peut mettre l'accent sur les sauvages, sur ceux qui sont étiquetés de sauvages, essayer de plaindre leur sort, etc., etc. Moi, je vous invite à autre chose. On va déjà s'interroger sur la sauvagerie. Donc, de quelle sauvagerie il est question ici ? Ça, c'est 1. Et 2, on va s'interroger sur la personne qui le dit. L'histoire de la personne qui le dit. Cette personne qui dit « les Africains, c'est des sauvages », quelle est sa représentation des Afriques ? En quoi cette personne parle de sa propre sauvagerie ? Parce que je vous ai dit, quand on a du mal à interroger, à entrer en contact avec sa propre étrangeté, on la projette sur l'autre. Je vous fais une toute petite parenthèse. Vous savez, il y a des recherches qui ont montré, par exemple, de quoi sont peuplés les États-Unis. Il y a une recherche qui a montré des Britanniques blancs qui sont partis aux États-Unis, justement, et qui arrivent en tant que colons, voire en tant qu'esclaves, et puis qui vont faire perdurer l'esclavage, le racisme, etc. Mais c'est quoi leur histoire ? C'est des gens
dans leur pays d'origine, c'était des criminels. C'était des repris de justice, à qui on a donné le choix. Soit on vous massacre sur place, soit vous partez là-bas. Donc, arrivé là-bas, il y a eu ce qu'un auteur appelle un consensus raciste, qui a consisté à occulter tout leur passé pour faire perdurer, pour transposer quelque part le traumatisme de l'autre côté. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que quand on voit aujourd'hui des injures racistes, il ne faut pas se focaliser uniquement sur ceux qui subissent le racisme. Il faut aussi s'interroger sur ceux qui produisent cela. Parce que ceux-là aussi, ils sont en souffrance. Pourquoi? Parce que si on reste polarisé que sur ceux qui subissent, le travail, on va continuer cette polarisation, on va continuer dans ce qu'un auteur appelle l'échange du dommage, l'échange du dommage qu'on connaît depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. La focale doit être aussi mise sur ceux qui agissent ces choses-là, parce qu'eux aussi, ils ont une histoire. Je pourrais développer ce point tout à l'heure si vous le souhaitez. Rapidement, un point sur la vie institutionnelle. Il a été question tout à l'heure des mineurs non accompagnés. Vous savez comment ces jeunes qui ont traversé des périples traumatiques importants, comment ces jeunes, dans nos sociétés d'accueil, font l'objet de plusieurs stigmatisations, etc. etc. Et d'ailleurs, parfois on les appelle, on les considère comme un bloc, c'est des migrants, les Africains, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé une fois, parce que j'ai travaillé avec eux pendant longtemps dans des structures. Quand ils sont ensemble, ils ont une manière parfois de s'appeler, ils ne s'appellent pas par leur prénom comme ça, ils disent le Guinéen, le Malien, l'Ivoirien. Et là, c'est quelque chose qui peut heurter justement les travailleurs sociaux. Et parfois, on analyse pour dire, mais non, et si c'était une façon de dire, on refuse l'essentialisme. C'est-à-dire qu'on refuse d'être considéré comme un bloc. Vous voyez? Donc, on refuse d'être mis, de pas être, que notre subjectivité ne soit pas prise en compte. Hein? Donc, c'est pour cela que j'insiste sur ce point, sur un certain nombre d'assignations identitaires qu'il peut y avoir dans l'espace social, dans l'espace médiatique, l'espace politique, mais aussi dans l'espace institutionnel, puisque nous sommes un certain nombre ici, je pense, qui travaillent sur les questions, sur la relation à l'autre, sur la nécessité de prendre en compte la subjectivité de l'autre. J'en arrive à ma conclusion. Je vous avais dit tout à l'heure de retenir la dernière question. Où en suis-je? Là, je vous pose la question, là, ça a été un survol rapide, où en sommes-nous de notre africanité perdue? C'est-à-dire l'Afrique ancestrale. Cette africanité qui rime avec l'humanité. Cette africanité qui rime avec fraternité. Cette africanité ontologique. C'est-à-dire quand nous disons Afrique, pour nous-mêmes ou pour les autres, à quel type d'Afrique nous faisons référence. Notre journée porte sur les solidarités, sur l'accueil de l'autre. J'aimerais rappeler que nous avons tous été accueillis à un moment donné. Bien, puisque personne ne s'est fait tout seul. Nous avons été accueillis à la naissance par des gens, par des parents, par une famille, une société, une institution, etc. Et j'aimerais mettre l'accent aussi pour terminer, sur cette nécessité qu'il y a, dans la question de l'accueil, à soigner non seulement ceux qui ont eu des périples difficiles, mais à soigner les sociétés d'accueil, à soigner les institutions d'accueil qui, au contact de personnes qui ont connu des traumas, se retrouvent non seulement face aux traumas de ces personnes, mais aussi à leurs propres traumas. Par exemple, quand la France accueille des personnes qui ont été traumatisées, la France fait face non seulement au traumatisme de ces personnes traumatisées, mais à son propre traumatisme historique.
Et c'est ça qui vient semer le trouble aussi dans les relations des uns avec les autres. Et nous avons à faire ce travail de retrouver cette humanité perdue, cette africanité perdue, cette humanité perdue. C'est pour cela que je vais conclure avec 3 auteurs, rapidement. Alors, oui, ce que j'ai mis là, Jean Price-Mark, c'est l'un des auteurs, justement, qui a beaucoup travaillé sur ce retour à cette Afrique ancestrale. Je termine avec 3 auteurs de Grimaldi qui nous dit que l'humanité de l'homme consiste dans ce sentiment d'avoir la vie non comme un bien propre et privé, mais comme un bien si immémorial et si commun qu'on le reconnaît chez tous les autres, tel qu'on le sent en soi-même. L'humanité consiste à porter la vie des autres comme une partie de la sienne et à leur communiquer la sienne comme une partie de la leur. Ça, c'est tout à fait en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme un principe fondamental de la clinique de la modalité, cette question de l'interdépendance du vivant. Et permettez, je vais citer un politique qui n'est plus là, une phrase quand même que je trouve assez symbolique, Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, en visite à Kinshasa, qui a dit « L'Afrique a jadis donné naissance à l'humanité, elle lui apporte aujourd'hui, elle lui réserve encore pour demain des trésors de fraternité, de beauté et de vie. Je rends témoignage à l'africanité de la famille humaine. » C'est un langage politique, mais derrière ce langage politique, j'entends quelque chose d'ontologique, quelque chose d'ancestral. Encore une fois, on va s'intéresser à qui entend cette phrase, qui prononce cette phrase, dans quel contexte cette phrase est prononcée. Moi, j'amène ici cette phrase puisqu'il est question de l'Afrique, des Afriques. Il est question d'un président français qui pose ces mots-là sur le territoire africain. Et c'est pour cela, le dernier auteur que je vais citer, je ne vais même pas le citer, je vais juste vous montrer sa tête qui dit tout. Et je vais terminer par là, Nelson Mandela, avec cette philosophie Ubuntu. Nous ne sommes rien sans l'autre. C'est la question de la fraternité universelle. Je vous remercie de votre attention.